Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission L'Invité. Ce soir, nous passons en revue l'actualité en cours au Cameroun, une actualité marquée par ces manifestations à Genève en Suisse le 29 juin 2019. Des manifestants de la diaspora camerounaise au nombre de 200 ont pris d'assaut l'hôtel intercontinental où se trouvait le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Leur objectif étant bien sûr d'exiger le départ du président de la République du Cameroun, une manifestation certes contenue par la police helvétique mais qui n'a pas suffi à taire les ardeurs de ces Camerounais de la diaspora. Ils donnent désormais 3 jours au président de la République de quitter le territoire suisse, faute de quoi ils sont prêts à engager d'autres manifestations contre ce dernier. Pour en parler ce soir, nous avons convié un ancien membre de la diaspora camerounaise qui s'est par le passé montré plutôt hostile au régime de Yaoundé, pour lequel il a fini par en devenir un allié, présenté très souvent par plusieurs comme un homme politique controversé. Célestin Bédigui est notre invité ce soir. Monsieur Bédigui, bonsoir. Bonsoir Monsieur Djongo. Merci. Bonsoir et également à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui suis honoré. Alors, le samedi 29 juin dernier, des Camerounais de la diaspora prennent d'assaut l'hôtel du président de la République à Genève. Pour vous qui avez soutenu Paul Biya lors des dernières élections présidentielles, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Je pense que, pour ne pas avoir la dent dure, je pense que nous avons assisté à une manifestation d'amateurisme politique. Oui. Parce que lorsqu'on veut faire valoir une opinion, on ne s'en va pas dans des hôtels s'exposer à des risques. Oui. Parce que c'est ça à quoi nous avons assisté. J'ai par le passé été moi-même d'abord de la diaspora, mais aussi à la tête d'une organisation qui n'était pas forcément un soutien du régime. Le Camdic. La Camdiac, aux États-Unis. Camdiac. Oui. Et nous avons eu à plusieurs reprises à nous manifester lorsque un événement se passait au Cameroun qui ne rencontrait pas notre adhésion. Et les formes en la matière, et d'ailleurs qui sont courantes dans ces pays-là, c'est que cela doit se faire dans une certaine posture. Dans le cas d'espèce, quand il s'agit de manifestations publiques, si c'est devant un hôtel ou devant un édifice, on s'arme des pancartes, ou de tout ce que l'on veut, de banderoles, et on attire l'attention et des passants et éventuellement des télévisions qui couvrent l'événement. Alors, ces manifestations sont portées par un mouvement dénommé Brigade Anti-Sardinard. Quel est le regard que vous portez sur ce mouvement qui s'est formé durant la période de campagne électorale? Alors, beaucoup attribuent une paternité plus ou moins établie entre ce mouvement. On les appelle la Brigade Anti-Sardinard. En abrégé basse. Oui, c'est ça. Beaucoup lui attribuent à ce mouvement une parenté avec un parti politique. Le MRC notamment. Le MRC de Maurice Kamto. Hier, j'étais sur un plateau de télévision et à ma gauche, il y avait une dame qui venait du RDPC, qui avait la particularité, elle, d'être ressortissante du même air, de la même ère culturelle que Maurice Kamto, et qui n'a pas hésité à établir une parenté directe entre l'OBAS et le MRC, au point où pour elle, l'OBAS est constitué des militants du MRC. Alors, je me fie à cette référence-là pour dire que, en vérité, il s'agit pour l'essentiel des militants du MRC. Et à partir du moment où on s'accorde là-dessus, on ne peut être que plus sévère dans le jugement qu'on porterait vis-à-vis de ses concitoyens, dans la mesure où l'épisode de l'élection est passé. Il est passé à travers un certain nombre d'étapes et qui ont fait que le candidat qui a été finalement déclaré vainqueur a été porté par toutes les institutions au terme desquelles un arrêt a été rendu, s'agissant d'une institution juridictionnelle et en droit, le Conseil constitutionnel, et en droit, lorsque une institution de cette nature rend une décision, on est soumis à ce qu'on appelle l'autorité, la chose jugée. Que l'on soit juriste ou qu'on ne l'est pas,
qu'on ne le soit pas. Mais dans le cas d'espèce, c'est encore une exigence d'une plus grande gravité, parce que nous avons en face de nous une personne qui est juriste. M. Kamto est arrivé à l'université Yaoundé. Nous avons le même âge, mais il est arrivé à l'université Yaoundé 3 ans après moi. Donc forcément, nous avons eu les mêmes professeurs. Et c'est parmi les premières choses que nos professeurs nous ont appris. À savoir l'autorité de la chose jugée. Et nous nous étonnons que, bien qu'il se soit lui-même ou qu'il ait lui-même reconnu la légalité du Conseil constitutionnel, en déposant devant cette institution sa candidature pour qu'elle soit validée, en la saisissant, cette institution, d'un recours en contestation des résultats après l'élection, en plaidant lui-même devant cette institution, après que celle-ci ait rendu son arrêt, que ce soit là qu'il se réveille pour en contester ou pour la récuser. La récusation, vous le savez très bien, vous le savez mieux que moi, la récusation d'un juge intervient avant qu'une procédure ne soit engagée. Vous ne pouvez pas à la fois reconnaître le juge au moment où vous introduisez votre recours, et lorsque le jugement vous est défavorable, c'est là que vous prenez sur vous de l'eau récusée. Non, alors, ça ne va pas du tout. Alors, je voulais justement en finir dessus. En réalité, tout cela est tout à fait regrettable, d'autant plus que nous sommes en politique, nous autres, depuis après déjà 28 ans. Nous sommes le 8e parti politique légalisé au Cameroun depuis l'ouverture de la démocratie dans notre pays, le retour de la démocratie dans notre pays, et nous ne sommes jamais exposés à ce genre de numéro qui aujourd'hui est tout à fait regrettable, parce que la personne qui porte ce mouvement, il porte atteinte à aux deux grands piliers de la République, d'un État. C'est quoi? C'est, en tant qu'homme politique, s'assurer que les actes qu'on pose ne portent pas atteinte à la cohésion intérieure. Et s'assurer également que les actes qu'on pose n'altèrent pas le prestige du pays à l'extérieur. Or, toutes ces initiatives ébranlent ces deux piliers, et je crois que elles ne peuvent être que condamnées. Alors, vous établissez directement un lien direct entre le MRC et cette brigade anti-Sardinard. Écoutez, les partisans du MRC vous diraient le contraire. Ils ont à moult reprises tenu à se démarquer des agissements de ce mouvement de la diaspora camerounaise. Écoutez, je vous ai cité... Est-ce que ce n'est pas un mouvement parapolitique comme la CAMDIAC à son époque? Non. Je vous ai cité la référence que vous pouvez vérifier. Je vous ai dit hier, j'étais sur un plateau avec une dame qui nous a tout simplement dit que ces militants, ces personnes sont du MRC. Et d'autant plus que la première grande manifestation de la BAS a été la mise à sac des ambassades à l'occasion de la mise à sac des ambassades de notre pays à l'extérieur, qui s'est déroulée le jour où ont été programmées des manifestations politiques par le MRC. Donc c'était forcément des militants du MRC. D'autant plus que les actes commis n'ont jamais été désavoués ou désapprouvés par le MRC. D'ailleurs, personnellement, je m'attendais, compte tenu de la gravité de ces actes-là, que le MRC, et notamment la personne de son leader, s'en démarque le jour même, quand il y a eu le sac des ambassades. Le fait qu'il soit resté silencieux jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de condamnation jusqu'à ce jour. C'est aujourd'hui que l'on entend quelques bribes de paroles qui d'ailleurs ne sont pas assez fermes pour se démarquer de ce qui s'est passé, parce qu'on se rend compte que la ligne rouge semble a été franchie, mais qu'en tout état de cause, l'opinion est vraiment choquée, et le choc de l'opinion conduit celle-ci à regarder avec une certaine sévérité, sinon une sévérité certaine, une certaine communauté. C'est à regarder, c'est face à cela que vous voyez les gens commencer à rétro-pédaler. Et c'est tout à fait regrettable. Une chose est sûre, en tant qu'homme politique,
en tant que parti politique, des actes comme celle-là doivent absolument être condamnés et de la manière la plus ferme. Alors, au lendemain de ces manifestations, les membres de cette brigade anti-Sardinard donnent 3 jours au président de la République pour quitter l'hôtel intercontinental de Genève, pour quitter la Suisse, définitivement revenir au Cameroun, faute de quoi ils engageraient de nouvelles manifestations encore plus violentes, peut-être. Faut-il craindre pour la sécurité du président de la République? Non, pas du tout, c'est de l'esbrouf. Arriver à ce stade montre à quel point ces personnes n'affichent aucun sérieux. Et je répète, c'est de l'esbrouf. On ne peut pas intimer l'ordre à un chef d'État en visite dans un pays étranger. On ne peut pas venir lui intimer l'ordre soit de rentrer dans son pays ou de raccourcir son séjour. Avec quel pouvoir, quoi-t-on pouvoir imposer cette vue, parce que il y a la Convention de Genève qui est là, il y a les usages protocolaires qui sont là par ailleurs aussi, qui font qu'un chef d'État en visite dans un pays étranger bénéficie d'une couverture sécuritaire qui, quel que soit le cas, viendrait à bout de ce type de rontomodade. Il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure, j'aimerais bien revenir dessus, celle du type de lien, du lien que vous pourrez établir entre cette brigade anti-Sardinard en tant que mouvement parapolitique. J'utilise encore le terme parce que ceux qui en sont aujourd'hui les ténors sont des personnes qui sont bien connues sur la scène de l'activisme, notamment Brice Lincieux du Code et d'autres personnes encore qui ont toujours manifesté leur aversion contre le président de la République, Paul Biya. Moi, je fais le lien directement avec le Code et la Camdiac. Voilà. Oui. Alors, je vous dis quelque chose. Brice Lincieux et le Code ne représentent, je pourrais dire, que eux-mêmes. J'ai été présent à Camdiac. La Camdiac a été le premier mouvement de la diaspora camerounaise inclusif, c'est-à-dire on trouvait en son sein des concitoyens d'origine francophone et des concitoyens d'origine anglophone. Et nous avons à l'époque entretenu quelques relations avec le Code avant que je ne me rende compte d'une chose, que le Code était constitué par 1, 2, 3 personnes maximum, parce que lorsqu'il a fallu qu'on organise une mobilisation ou qu'on demande que d'une manière ou d'une autre le Code participe à des rencontres, on voit apparaître une personne et 2 au maximum. Alors ça fait beaucoup de bruit. Ça fait dans du sensationnel, mais je peux vous assurer que il n'y a rien, le contenu est quasi vide, tout au moins en termes d'effectifs. En vérité, la mobilisation à laquelle on assiste ne peut être que le fait d'une organisation qu'on peut dire plus sérieuse, et dans le cas d'espèce, c'est celle-là que le président de MRC a pris le soin de développer dans les différentes parties du monde, et c'est le MRC. Pourquoi ne pas l'assumer? Moi, si j'étais à la place de ces personnes, mais j'assumerais mes actes. Que les gens assument leurs actes, il ne sert à rien aujourd'hui de se dérober devant sa responsabilité politique. Alors, est-ce que vous assumez l'appel à l'insurrection qui avait été porté par le responsable de la cellule de communication de la Camdiac? Nous sommes en juillet, au cours de la 2e rencontre de la Camdiac, après celle de juillet 2010. Je parle ici du docteur Jean Bosco Tagne, qui appelait clairement à l'insurrection. Est-ce que vous assumez ça? Non, absolument. La preuve en est que par la suite, j'ai fait comprendre à M. Jean Bosco Tagne, qui était un cadet pour lequel j'avais beaucoup d'amitié, et je lui ai dit que la Camdiac n'a pas été formée pour prendre des postures aussi irresponsables. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque nous avons organisé la réunion de Camdiac et que nous avons dû en clarifier les objectifs, il s'était agi pour nous essentiellement de faire comprendre que nous allons fonctionner dans le cadre légal
et en respectant les institutions. Oui. Lors de cette conférence que vous évoquez en 2010, que j'ai présidée à Washington, il y a eu des discussions assez je pourrais dire, ouvertes. Il y avait un certain nombre de figures qui étaient là. En fait, toute la classe politique camerounaise était là, y compris d'autres personnes qui venaient de l'étranger. Il y avait notamment Guérandi, il y avait la société civile, il y avait Pius Ndiaoué, il y avait Adamou Damjoya, le docteur Pius Ndiaoué de regretter mémoire. Oui, de regretter mémoire. Il y avait Ben Mouna. Tout le monde est venu. Il y avait Mbouama Massok. Et vraiment, nous avons tenu à ce que la ligne politique de Kamdiak soit respectée, à savoir une opposition légaliste à l'intérieur des institutions par des voies pacifiques. Et c'est vrai qu'il y avait une aile qui semblait avoir une certaine propension à l'insurrection et qui était d'ailleurs menée par Grandi, un ancien officier des armées camerounaises qui avait participé au putsch manqué, et à qui j'ai dit que je ne pouvais en aucune manière avaliser. La majorité des manifestations des participants à la réunion l'ont fait savoir que nous ne pouvons pas accepter qu'on engage Kamdiak sur une voie comme ça. Donc cet appel à l'insurrection, vous avez vu, elle n'a pas prospéré du tout, justement parce que nous avons dit que ce n'est pas la voie de Kamdiak. Alors revenons sur la manifestation du 29 juin dernier qui a donné lieu pratiquement à un affrontement ouvert entre les dénommés Tontinards et Sardinards, les uns voulant le départ du président de la République et les autres étant là pour prétendument assurer sa défense. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, lorsqu'on observe aujourd'hui cette divergence qui se constate sur le terrain au sein de la diaspora camerounaise? Il y a lieu de craindre qu'il y ait quelques débordements, parce que lorsque beaucoup de personnes interviennent, comme c'est le cas, et se mêlent d'une action dont les objectifs ne sont pas clairement définis et les physionomies ou les figures qui les guident ne sont pas clairement identifiées, il faut craindre qu'il y ait des débordements. Pensez-vous que cela puisse se répercuter au plan interne? Forcément. Forcément, d'autant plus que le BAS, pour certains, se caractérise. Il y a un certain nombre d'indications qui, de mon point de vue, sont vraiment inquiétantes. C'est-à-dire, on parlait des profils, le profil patronymique d'un grand nombre de militants du PAL, pas du PAL, du BAS, semble mettre en cause certaines des personnes d'une certaine région, et ça je le regrette parce que ça peut créer en réaction une mobilisation du reste des Camerounais vis-à-vis de cette communauté-là. Mais il faut le dire clairement, ce qui se passe en Europe aujourd'hui de la part de la diaspora, c'est le fait que quelques individus, là il y avait peut-être 200 personnes à Bruxelles, mais il faut bien qu'on sache que 200 personnes sur tout le continent européen, y compris l'Amérique du Nord, n'est pas représentatif de la diaspora. De la diaspora camerounaise qui, de mon point de vue, s'élève à près de millions de personnes dans ce pays. Alors, on ne peut pas dire que 200 personnes qui viennent manifester parlent au nom des 2 millions, du million de personnes qui constituent la diaspora camerounaise, encore moins les 5-6 millions de personnes de leur communauté d'origine au Cameroun. Ce serait vraiment une erreur absolument politique extraordinaire si cette confusion-là s'installait et était à l'origine d'une confrontation, toute chose que nous tenons absolument à éviter et à condamner. Mais il faut dire que depuis l'élection du 7 octobre dernier, la scène publique camerounaise est polluée par des replis identitaires, des appels à la haine, des relents tribalistes. Est-ce que cela ne conforte pas davantage des sceptiques dans cette position selon laquelle l'on pourrait bien évidemment arriver à une forme de collision entre des personnes qui ne partagent pas forcément la même idéologie? C'est tout à fait regrettable. Et c'est d'autant plus regrettable que aujourd'hui, plutôt que de s'interroger sur les individus qui seraient responsables, on a tendance à observer un glissement
de condamnation d'une communauté. Oui. Moi, je dis, on ne peut pas entrer aujourd'hui dans une logique de punition collective. Oui. Non, il faut plutôt entrer dans une logique de recherche d'une responsabilité individuelle. Parce que un mouvement comme celui-là est guidé par une pensée. Et la pensée, c'est une personne qui porte cette pensée avant que des personnes plus ou moins avisées essayent de s'y reconnaître. Et Oui. quand on parle de pensée ici, on se dit qu'il y a deux caractéristiques ici là qui m'ont beaucoup frappé. La première caractéristique quand même, c'est la place que tient, je pourrais dire, le mensonge dans ce qui se passe, les personnes qui soutiennent cette cause. Nous avons été sur le terrain, nous avons suivi le déroulement, la préparation et le déroulement des élections. Nous avons ensuite été présents dans les différentes enceintes où les uns et les autres exprimaient leurs sentiments, notamment au Conseil constitutionnel, Oui. par rapport à la manière dont les choses se sont passées. Nous l'avons vu. Et nous savons que les résultats qui ont été proclamés, quel que soit le bord par lequel on peut prendre la chose, reflètent pour l'essentiel la volonté des Camerounais. Lorsque du jour au lendemain, vous voyez une personne prétendre tout à fait le contraire, je dis il y a un problème, un grave problème, Oui. et c'est un problème ou de falsification ou de mensonge. Première chose. Deuxième chose qui est également à relever, c'est la violence que vous évoquez vous-même. Oui. Parce que depuis juste avant l'élection jusqu'à maintenant, il y a une violence qui se manifeste à travers notamment les échanges sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux Facebook sociaux. notamment. Ah oui, ça c'est quelque chose de tout à fait regrettable. Au point où on a l'impression que si vous émettez, moi j'en suis victime, si vous émettez une opinion qui n'est pas conforme à une certaine pensée unique, vous êtes tout simplement lynché. Oui. Non, vous êtes lynché médiatiquement parlant. Oui. Alors, lorsque d'un côté, on a cette propension ou ce constat de mensonge et que d'un autre côté, on identifie ces comportements violents, on a là les deux éléments qui caractérisent, comment dirais-je, une dynamique fasciste, parce que c'est ainsi que le fascisme se manifeste, et surtout en se revêtant d'une espèce de tunique de la démocratie. Oui. Mussolini l'a essayé. Et c'est quelque chose qui a valu que il y a un philosophe, un sociologue plutôt italien, Gramsci, qui a évoqué un mode de conquête du pouvoir par la domination, vous permettez, ce qu'on appelle une hégémonie culturelle, c'est-à-dire un modèle de société ou bien un modèle de gouvernement qui est imposé par la violence et le mensonge par une minorité, et ce modèle étant imposé, c'est-à-dire ils prennent comme une espèce de... Ils prennent le dessus sur l'ensemble de la communauté, ils imposent cette espèce de domination culturelle. Et on est bien en face de ce modèle-là maintenant, où on a une forme de fascisme. Moi, je ne veux pas parler de fascisme, d'ethno-fascisme, non. C'est du fascisme pur et simple, hein, Oui. devant lequel nous sommes. Et quand on est devant une manifestation ou une dynamique fasciste, il faut vraiment que les Camerounais, le peuple camerounais, comprennent à quel point la démocratie est mise en danger. Parce qu'après cela, vous n'avez plus prétendant lutter pour la démocratie. Si une telle faction finissait par accéder au pouvoir, monsieur, vous ne pourrez plus du tout avoir une opinion divergente. Du coup, automatiquement, la démocratie sera étouffée, sacrifiée, massacrée, tout ce que vous voulez. Alors, les Camerounais doivent comprendre que, plus que jamais, nous devons faire face à cette tentation fasciste qui prend corps et qui malheureusement est portée aujourd'hui par un parti qu'on appelle le MRC. Alors, le MRC et son président, Maurice Kamto, se trouvent depuis plusieurs mois déjà en détention provisoire avec une centaine de ses militants du côté de la prison centrale de Kondengi pour des manifestations publiques qui ont été organisées dans le cadre d'un plan national de résistance. Célestin Bédigui, vous avez dans une publication que vous faites sur votre page Facebook appelé notamment à la libération de ces personnes et même le cadre de ces arrestations, de ce que vous considérez comme étant un enfermement de la liberté d'expression. Oui, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait parce que... Est-ce qu'il n'y a pas un peu opposition? Non, il n'y a pas opposition. D'un côté, vous demandez qu'on combatte le fascisme et d'un autre côté, vous demandez qu'il soit laissé à la rue. Non, parce que en vérité, quand on le laisserait dans la rue, hein, en libérant ses promoteurs, Oui. les jours passant, leur visage
sera mieux détecté par le public, et vous croyez-moi, il y aura plutôt un rejet. Moi, je disais que si on les mettait en détention, ils vont essayer de se parer des masques de martyrs. Alors que quand ils sortent et qui sont en circulation, nous avons la possibilité, à partir de leurs actes, de montrer aux Camerounais, voici les comportements qui sont des comportements fascisants et pour lesquels ne sont pas du tout en harmonie avec l'aspiration à la démocratie que vous voulez, parce que vous voulez que la démocratie s'instaure dans ce pays, pouvoir mettre votre opinion. Mais nous avons là un parti politique qui, dès que vous émettez une opinion, vous lynche. Alors, mais c'est des gens dont il faut se méfier. D'une part, d'autre part, j'en aurais terminé. Lorsque nous avons demandé que ce virage soit pris, nous attendions que M. Kamto et ses militants qu'ils tirent avantage de cette ouverture que nous offrions, c'est-à-dire en étant l'un des soutiens du candidat Biya, qui demandait tout le monde qu'on s'engage sur la voie d'apaisement, et la manière pour eux aurait été de tirer avantage de cette fenêtre d'opportunité que nous sommes d'ouvrir, était pour eux de rabaisser un peu le ton de leurs prétentions, cesser de se considérer comme étant le président élu, et comme ça les choses auraient pu évoluer. Mais au lieu de quoi, cela a plutôt semblé donner lieu à une plus grande exacerbation de cette espèce de gros mensonge-là, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve devant une véritable entreprise subversive qui ne peut être combattue que par les moyens qui sont prévus, les moyens légaux prévus pour la subversion. L'intitulé du poste, c'était, je vous le rappelle, la voyoucratie contre la démocratie. Vous y faites une critique sans complaisance de la répression des manifestations du MRC. Absolument, non, pas du MRC. Des manifestations publiques de manière globale. De manière globale. Oui, alors qui sont les voyoucrates? J'aimerais savoir. Je dis, je ne me retirerai pas ma pensée devant vous. J'estime, nous sommes en politique depuis 28 ans au Cameroun. Et je me suis toujours honoré de ce que, même si nous n'avons pas atteint le pinacle, le sommet de la démocratie, nous avons pu obtenir un certain nombre de résultats. Il y a eu les lois de 19 sur les libertés publiques au début de l'ère de la démocratie. Il y a eu la modification du mode d'organisation des élections avec l'ONEL et les CAM aujourd'hui, parce qu'avant, il faut bien se dire que c'est les sous-préfets qui organisaient les élections. Et il y a eu également cette possibilité de manifester ou d'exprimer son opinion sans que cela ne se traduise automatiquement par soit une interdiction, ou alors soit par un matraquage, d'autres choses. Nous l'avons fait. Alors disons qu'il y a eu une évolution. Alors il y a eu une évolution. Alors notre grande inquiétude, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et notre grande inquiétude aujourd'hui, c'est que au prétexte ou au motif, ça dépend, au prétexte ou au motif qu'une personne se livre à des actes de provocation, parce que ce que fait le MRC relève beaucoup plus de la provocation que d'actes politiques bien pensés, que sous ces prétextes-là, on arrive à jeter le bébé avec l'eau du vin. Et avec l'eau du bain, je veux dire. Or, je considère pour ma part que chaque fois que l'on pose de manière explicite un acte qui va à l'encontre de ce que prévoit la loi, on pose un acte de voyou. Et je dis, en l'occurrence, la simple répression des personnes parce qu'elles ont marché sans qu'il n'y ait eu un début de dégradation ou bien de brutalité qu'ils auraient exercé, et que sans qu'ils n'aient bénéficié d'un encadrement des forces de l'ordre de leur manifestation, mais le seul fait qu'ils aient eu manifesté une intention de marcher, si cela se traduit par une arrestation, je considère que c'est une violation de la loi, et c'est pour ça que j'ai parlé de voyoucratie. On ne peut pas être complaisant à ce niveau, parce que si on est complaisant à ce niveau, monsieur Cédric, non, j'aurais le sentiment que les 28 ans de ma vie que j'ai passé dans le combat politique, à vous énumérer les quelques avancées qu'on a eues, que ces 28 ans n'ont servi à rien. La démocratie est une exigence. C'est une exigence autant pour ceux qui veulent accéder au pouvoir que pour ceux
qui ont le pouvoir. Je dois d'ailleurs dire quelque chose. L'exigence pèse encore beaucoup plus, de manière plus lourde, sur ceux qui ont le pouvoir que sur ceux qui essayent d'accéder au pouvoir. Oui. Et quand ceux qui ont le pouvoir peuvent poser des actes qui difficilement ou peuvent être attaqués du point de vue des considérations purement juridiques, il est de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme, je dis attention. Alors, Célestin Bédigui, revenons sur vous. Vous êtes un homme politique qualifié très souvent de controversé. Bon, écoutez, je laisse aux gens la liberté du choix de leur terme. Oui, allez-y. Alors, depuis 1997, vous êtes l'allié politique de l'UNDP, de Bello Bouba Maïgari. En 2018, vous vous en êtes séparé pour créer votre propre coalition. Bon, créer ma propre coalition, non. Nous avons repris notre indépendance. En 1997, le PAL a décidé de fusionner avec l'UNDP. Sur la base d'un accord. Et cet accord prévoyait que la manière dont seraient prises les orientations du parti serait comme une espèce de résultante des opinions ou des sensibilités de l'une ou de l'autre composante. Les deux composantes, c'est l'UNDP et le PAL. Il faut dire aussi qu'il y avait une autre intention. On avait remarqué que, en plus de la prolifération des partis politiques, on se retrouve avec 200 partis politiques, ceux-ci avaient tendance à se régionaliser. Nous avons dit qu'à l'époque, non, il faut que nous créions un parti dans lequel on trouve à la fois des personnes d'une sensibilité, dont l'origine culturelle ou bien sociologique soit d'une région, la région septentrionale, et des personnes dont l'origine sociologique soit, on peut dire, le Grand Centre. Et ça faisait que on émettait un message en direction de la classe politique. Malheureusement, au fil des années, nous n'avons pas pu accorder nos violons, le président Bello Bouba et moi, nous n'avons pas pu. On a fait des grandes choses ensemble. En 1997, octobre 1997, nous avons boycotté l'élection présidentielle. D'ailleurs, à l'occasion, c'est moi qui, avec Frundi et Ndam Joya, avons signé la motion demandant aux Camerounais de boycotter l'élection présidentielle. Quelques temps après, nous avons signé une plateforme, parce que nous n'avons pas voulu bloquer le pays, une plateforme UNDP, RDPC, pour permettre quand même que le pays redémarre. Parce que c'était essentiel. Ça, c'est parmi les grandes choses que l'on a faites. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte, moi, en ce qui me concerne, que les exigences que nous avions posées dans cette plateforme n'étaient pas du tout prises en compte dans la manière dont les décisions gouvernementales étaient prises. Nous avons attiré l'attention du président Bello dessus et il ne nous a pas entendus. Et au bout de 20 ans de patience, il faut dire 20 ans, nous avons tout simplement décidé de reprendre notre indépendance, que le PAL devienne le PAL lui-même. Alors, au lendemain, en 2018, vous décidez, bien sûr, de quitter le PAL, de vous séparer, bien sûr. De rétablir le PAL dans sa liberté d'action. Dans sa liberté d'action, vous prenez donc votre indépendance et vous décidez de soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018. Absolument. Lorsque je consulte mes militants, revenus des États-Unis, où j'étais en exil politique pendant 10 ans, il faut le dire, et que nous prenons l'option de ne pas être candidat à l'élection d'octobre 2018. C'est parce que ça, c'était le premier pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est candidat, on n'est pas candidat. On dit non, nous ne sommes pas candidats, nous ne sommes pas suffisamment préparés. Deuxième étape, nous observons le faisceau des hommes politiques qui seraient candidats. Vous les connaissez tous. Et nous nous rendons compte que... Je choisis aussi Cabral Libi, Maurice Kamto, Serge Espoir Matomba, et ensuite Oshi et toutes ces personnes-là. Nous les avons écoutés et nous nous sommes rendus compte que malheureusement, les prérequis qui nous semblaient être essentiels pour un candidat sérieux n'étaient remplis que par le président Biya, malheureusement, ou heureusement. Et nous avons dit, nous soutenons le candidat Biya. Nous apportons au candidat Biya un soutien critique. Et c'est très important de le retenir. Parce que nous l'avons fait comprendre aux uns aux autres, ce n'était pas un soutien négocié avec le RDPC. Et nous n'entendions pas
nous identifier au RDPC. Le RDPC est dans son couloir, mais nous avons dit que le candidat Biya, nous le soutenons sur notre couloir, étant entendu que si quelquefois certains actes sont pris par le gouvernement que nous n'approuvons pas, nous nous réservons le droit de le faire savoir. Ainsi, le président Biya aura sur sa table à tout moment deux opinions, une qui vient du RDPC et une qui vient du PAL. Et c'est ce que nous mettons en cause depuis les... Oui, alors j'ai dit au début de cette émission que vous avez toujours été un peu critique, même durant la période de votre alliance avec l'UNDP, vous avez toujours été très critique envers le régime de Yaoundé. Du coup, quand vous faites alliance avec le RDPC, beaucoup de partis politiques de l'opposition estiment que là, nous sommes en pleine traîtrise. Oui, je vous comprends. Le terme avait été avancé, la trahison. Oui, voilà, non, vous comprenez. Vous savez, pour que vous soyez traître, il faut que vous ayez prêté serment. Et autant que je sache, autant que je me souvienne, le PAL n'a jamais prêté serment d'allégeance vis-à-vis de tel ou tel autre parti, et notamment des partis ce qu'on appelle l'opposition. Dans un deuxième temps, la ligne politique du PAL, et je l'ai toujours défendu, c'est d'être un parti modéré. Parce qu'en vérité, au Cameroun, nous vivons un drame. C'est un drame qui risque de causer beaucoup de tort au pays. Nous sommes dans une société où, en politique, tout est clivé. Alors, vous parlez de modération. En 2010, lors de la convention de la CAMDIAC, Pius Ndiaye, dans ce qui va devenir son dernier voyage en direction des États-Unis, avant de quitter le Cameroun, fait un titre à la une du journal Le Messager, une convention pour chasser Paul Biya du pouvoir. Écoutez, Pius avait sa manière de voir les choses. C'était mon fils. Quand je dis mon fils, non, je pourrais plutôt dire mon petit frère. Parce que le Messager, nous l'avons pratiquement allaité ensemble, nous l'avons soutenu pendant les 20-25 ans de direction où Pius les a... Alors, Pius avait une certaine sensibilité. Nous avions souvent... nous en discutions très souvent. Je me souviens que en 1996... non, en 92, nous avons eu également une de ces confrontations parce que lui, il était un passionné. Moi, je suis essentiellement irrationnel. Chaque fois qu'il faut prendre une décision, je mets sur la balance tous les éléments qu'il y a. Et quand Pius est arrivé, d'ailleurs, à la CAMDIAC, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux pôles qui étaient... qui s'opposaient. Et Pius était avec, je peux le révéler aujourd'hui, Pius il était d'accord avec Guérandi. D'ailleurs, nous avons pris, Guérandi et moi, et lui et moi, on a pris un petit déjeuner. En mémoire, en sa mémoire, j'ai publié cette photo sur Facebook. Qui a d'ailleurs été récupérée. Oui, qui a été récupérée. Et interprétée de diverses manières. Non, mais non, elle a été interprétée de manière absolument... Non, conforme à ce que je disais tout à l'heure, dans un esprit absolument mensonger, qui est tout à fait horrible, au point où les gens ont dit que du seul fait que j'ai dîné avec deux personnes qui aujourd'hui sont décédés. Que vous êtes le seul survivant. Je suis le seul survivant, donc je suis forcément leur assassin. Vous comprenez? Vous voyez mon année au Cameroun. Non, alors je disais que Pius avait cette sensibilité, paix à son âme. Bon, je ne la partageais pas du tout, parce que je lui ai toujours dit que nous ne pouvons faire changer les choses au Cameroun qu'en respectant les institutions. Aujourd'hui, il se fait que, et plus que jamais, je me dis que j'avais raison, la personne qui est aujourd'hui la mieux indiquée pour pouvoir mener le Cameroun, c'est-à-dire au milieu de toutes ces trois tempêtes qui le guettent, qui guettent au Cameroun, c'est-à-dire la crise anglophone, Boko Haram, et puis les antagonismes communautaires. Je crois que la personne qui est le plus indiquée pour le faire, c'est le président Biya. Et d'ailleurs, je me souviens que pour justifier le soutien que nous apportions à la candidature du président Biya, j'avais dit et redit à plusieurs reprises que si nous avons ce choix, c'est parce qu'à l'analyse, il nous semblait que c'est le président Biya qui présentait la meilleure offre politique. Il présentait les plus grandes assurances en termes d'expérience et de tempérance. On va dire qu'il était le meilleur risque. Le meilleur risque, oui. Alors imaginez une seule minute aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de nous. Si ce n'était pas le président Biya
qui était président de la République et que c'était une des autres partis qui ont été candidats, où en serons-nous? Donc je pense que le choix que nous avons fait, c'était un choix raisonné et c'était un choix qui était bon pour le Cameroun. Aujourd'hui, aujourd'hui, je renouvelle ce choix. Je dis, nous soutenons toujours le président Biya, mais chaque fois que le gouvernement, parce qu'il ne faut jamais confondre deux choses. Le soutien qu'on peut apporter à un candidat, c'est un soutien à un individu, à une personne, et la politique peut-être celle du gouvernement. Et là, il n'est pas évident que certains actes posés par le gouvernement sont forcément inspirés par le président de la République. Lorsqu'il y a des actes qui sont posés par le gouvernement et que j'estime que cela viole un certain nombre de principes pour lesquels le PAL s'est toujours battu, je les dénonce. Mais cela n'est pas synonyme du fait que je romps mon soutien que j'ai apporté au président Biya. Est-ce que à l'issue de ce soutien, vous n'espériez quand même pas être associé aussi à la gestion de la chose publique, par exemple? Mais écoutez, l'ambition légitime... Non, ministre, peut-être. Mais une chose est sûre, l'ambition de tout homme politique, c'est de pouvoir avoir l'occasion de mettre en œuvre ses idées, ou sa vision. Et c'est clair. Donc, un soutien comme celui que nous avons apporté au président Biya, notamment dans un domaine qui est mon domaine de prédilection, l'économie, je dis, d'autant plus que pendant la campagne, peut-être vous l'avez relevé, c'est moi, en tant qu'économiste, qui a été chargé par le comité de campagne du président Biya d'aller défendre... Vous avez le faire face à Christian Penda Koka, aller défendre la nouvelle vision économique qui devait être instaurée. Il n'aurait pas été saugrenu que par la suite nous soyons appelés à mettre en œuvre ce que nous avons présenté aux Camerounais comme élément de programme économique. Donc, un soutien comme celui-là pouvait naturellement déboucher sur ce à quoi vous pensez, la possibilité d'avoir à influer, mais ce n'est pas arrivé. C'est pas grave, c'est pas le plus important. Perdez pas espoir. Non, c'est pas qu'on ne perd pas espoir, mais la vie continue. Nous sommes sur notre couloir, mais on va voir jusqu'où cela va nous mener. Mais certains vous diront que vous êtes quand même dans une posture un peu antagoniste, c'est-à-dire que d'un côté vous soutenez le président de la République, mais d'un autre côté, à chaque fois vous secouez un peu le cocotier pour espérer que des noix puissent tomber. Non, pas du tout. Ma tête, les noix sur ma tête, elles me casseraient la tête. Non, nous voulons rester fidèles à notre ligne politique, c'est-à-dire rester vraiment un parti modéré qui, chaque fois qu'il perçoit comme un dérapage, le dénonce, mais dans l'intérêt du Cameroun. Et je dois vous dire quelque chose, les critiques que je peux faire dans les médias, je prends toujours la peine d'en informer le candidat que j'ai soutenu. Monsieur le Président, il y a telle chose qui se passe. Nous autres, nous pensons qu'elle pourrait se faire de telle autre manière ou de telle manière. Je le fais sous certaines formes, mais en restant fidèle, en renouvelant l'espérance, en renouvelant l'intention qui est celle du PAS, c'est-à-dire nous sommes un parti modéré, nous tenons absolument à ce que les choses avancent dans une certaine dimension qui atténuerait les clivages qui, chaque année, semblent s'amplifier dans notre pays. Parce que vous savez, dans notre pays, tous les problèmes meurent de ce clivage-là. Quand c'est un problème, le problème du nord-ouest, sud-ouest, ça devient un problème anglophone-francophone. Quand l'origine du problème est du sud ou au nord, on dit ça devient un problème nord-sud. Maintenant, on est en pleine guerre, je ne sais pas qui, c'était rabelaisienne, du genre Bamileke, Betty, ce genre de choses. Non, nous sommes vraiment contre cette approche-là. C'est pour ça que nous prenons toujours des positions médianes qui, à la rigueur, mécontentent à la fois les gens de droite et les gens de gauche. Mais je suis sûr qu'un jour les Camerounais finiront par le comprendre. Ils le comprennent déjà puisque de toutes les manières, la majorité des Camerounais ne sont ni à droite ni à gauche. Ils sont au centre, là où nous sommes. Alors Célestin Bédigui, l'élection du 7 octobre, l'élection présidentielle est désormais derrière nous. Les prochaines consultations électorales sont annoncées pour le mois de février 2020. Nous parlons des législatives et des municipales, sans compter que nous avons également les élections régionales qui pourraient bien intervenir avant. Comment est-ce que le PAL s'apprête à aller à ces consultations électorales?
nous irons à ces élections. Oui. Nous n'avons jamais été partisans du boycott. Nous irons à l'élection à la mesure à la fois de nos ressources politiques et de nos moyens financiers. Vous savez, en politique, tout se finance. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir si on a la ressource politique pour le faire, notamment quand il s'agit des élections locales. Oui. Maintenant, nous avons quand même exprimé une certaine préoccupation par rapport aux élections régionales. On dit qu'elles ont pour fonction d'implémenter la décentralisation. Et nous disons que dans ce cas, le conseil régional, qui est censé être l'enceinte où sont prises en compte les préoccupations des communautés, devrait être composé essentiellement de ceux-là qui parlent au nom des communautés, non composés et ensuite également composés par les sensibilités politiques. Pourquoi je le dis? Parce que je dis au Sénat, oui, ce sont les partis politiques qui sont choisis, qui servent de clés d'attribution de position. Oui. À l'Assemblée nationale, toujours les partis politiques. Et dans les conseils municipaux, ce sont toujours les partis politiques. Et dans les conseils régionaux, ce n'est pas que les partis politiques. Non, justement. Non, il y a aussi les représentants d'autorités traditionnelles. Non, justement, non, attendez, vous voyez, juste une question d'arithmétique. On dit qu'il y a 90 conseillers par région. Par région. Oui. Et il y a 20 autorités traditionnelles. Quand vous prenez un département comme du centre, je suis moi-même une autorité traditionnelle. Oui. Vous prenez un département comme une région comme celle du centre qui a à peu près une moyenne de 10 départements. Oui. 10 départements. Ça signifie que chaque département, dans la province du centre, n'aura que 2 chefs traditionnels. Chaque département, il n'y a que 200 chefs traditionnels qui seraient représentés au conseil régional. De quel poids pèseront ces gens? D'une part. D'autre part, on dit que ces chefs doivent être élus, doivent être choisis parmi les chefs de premier ou de deuxième degré, mais ils doivent être choisis par un collège constitué par l'ensemble des chefs de troisième degré. Alors, les chefs de premier et deuxième degré représentent généralement à peu près entre 5 et 10% des chefferies traditionnelles. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où nous autres, je suis un chef de troisième degré, nous allons nous retrouver être des électeurs, mais sans pouvoir être éligibles. Non, en droit, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas être à la fois électeur sans pouvoir être éligible. La proposition qui est la nôtre est la suivante. Allez-y. Il faut que le conseil régional soit une chambre qui représente les communautés. Donc que sa composition soit essentiellement faite sur la base constituée des chefs traditionnels. Essentiellement. Oui. Si comme c'est l'usage au Cameroun, il faut qu'on laisse au président de la République le choix de pouvoir choisir un ou deux notables locaux, bon, on pourrait dire, bon, le président de la République va choisir sur les 90 membres, il peut en choisir, disons, 10 ou 20, mais que les 70 autres personnes soient des chefs traditionnels, parce que là, ils vont représenter les communautés. On n'aura plus à faire au niveau des conseils régionaux, des batailles entre les partis politiques. C'est une proposition, c'est la proposition que nous faisons, et nous l'avons fait savoir, parce que nous avons eu à nous exprimer sur le sujet lorsqu'il fallait se prononcer sur les 100 jours du Premier ministre. Nous avons attiré son attention sur ces déséquilibres-là et sur la violation du principe de droit qui veut qu'on ne puisse pas être à la fois électeur, ne pas être éligible. Oui. Et nous avons suggéré que avant que la loi ne soit promulguée, qu'elle soit renvoyée en seconde lecture pour qu'on en corrige la substance. Alors, Célestin Bédigui, il nous reste très peu de temps. On va parler d'autres choses à présent, notamment de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a de cela plus d'un mois, le Premier ministre a été mandaté par le président de la République pour porter l'offre du dialogue aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, une offre nouvelle dans laquelle on retrouve de nouvelles composantes, notamment le président qui s'ouvre à toute forme de discussion, même sur la forme de l'État, puisqu'il parle du dialogue ouvert à tout, sauf la sécession. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression, vous avez le sentiment que l'on s'achemine, tel que c'est parti, vers un dialogue sincère qui pourra aboutir à une solution consensuelle à l'effet de mettre un terme définitivement à ces tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Et d'autant plus que il y a exactement 27 ans, 28 ans, à la conférence tripartite,
nous avons envisagé d'organiser une seconde tripartite qui devait justement régler ou avoir parmi les sujets à l'ordre du jour cette question anglophone qui se posait déjà. La question est celle de savoir comment est ressentie la mise ensemble des deux parties du Cameroun. Donc, la manière dont les deux parties du Cameroun qui ont été conduites à la modernité par deux cultures différentes, comment on peut concilier ces deux héritages. Parce que d'un côté, on a un système jacobin, hérité de la colonisation française. De l'autre côté, on a l'indirect rule, hérité de la colonisation britannique. Et apparemment, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Et je pense que... Est-ce que vous admettez par là qu'il existe un problème anglophone? Oh, mais il existe un problème anglophone. Personne ne peut dire qu'il n'en existe pas. La preuve, le président de la République même, il a envoyé son premier ministre sur le terrain et reconnaître qu'il y a un problème anglophone qui mérite un dialogue. En mettant bien la limite de ce que on ne saurait parler de sécession. Pour les autres simples, la raison pour laquelle on peut parler de sécession, c'est que c'est la demande exigeant la sécession is baseless, c'est-à-dire elle n'a aucune justification, ni historique, ni juridique, aucune. Le Cameroun a été créé en 1884 à la conférence de Berlin. Il y a eu les deux guerres qui ont fait que des morceaux du Cameroun ont été confiés à la gestion de deux puissances différentes. Lorsqu'en 1960, vers les années 60, à la fin des années 50, l'ONU a commencé à penser à mettre fin à la tutelle qu'il avait. Il y a certaines... au Cameroun sur l'indépendance. Certains de nos compatriotes de la partie anglophone sont allés à Londres. C'était d'ailleurs ceux qui également ont signé les accords de Fumban pour demander est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité que la souveraineté leur soit concédée, et le gouvernement britannique leur a dit que non. Cette option n'avait pas été posée sur la table. Nous ne pouvons pas du tout vous accorder la souveraineté. L'ONU nous a confié une gestion temporaire pour qu'on vous continue indépendant. Et d'ailleurs, sur ce point précis, les Camerounais, il y a une petite erreur d'optique. Les Camerounais disent souvent que le 1er janvier 1960, la France a accordé l'indépendance au Cameroun. Non. Moi, j'étais jeune, j'étais devant la tribune, j'avais 8 ans à l'époque. C'est le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, qui est venu prononcer, déclarer la fin de la tutelle. Je me rappelle ce jour-là. C'est lui qui a été le premier à prendre la parole. La France ne nous a pas donné l'indépendance, c'est l'ONU qui a mis fin à la tutelle. Et ça pose d'ailleurs un problème en débat, c'est de savoir la guerre qui a été menée contre la France, est-ce qu'elle se justifiait? Parce qu'au fond, ce n'est pas à eux que nous devons repartir les dépendants. Ou Myoba était parti à l'ONU en 1952, peut-être aurait-il fallu tout simplement qu'ils continuent à faire du lobbying au niveau de l'ONU, comme l'ont fait les autres pays qui étaient dans l'administration, le Togo, le Tanganyika et tout le reste. Et peut-être ça nous aurait évité les 500 000 morts que la guerre d'indépendance nous a coûté. Alors aujourd'hui, dans la dynamique du dialogue, il y a la Suisse qui se propose désormais comme médiateur dans cette dynamique du dialogue impulsée par le chef de l'État. La Suisse était considérée comme un pays neutre. Pensez-vous qu'elle soit crédible pour mener à bien? Vous êtes sûr de l'information qui est à votre là, sur laquelle la Suisse serait... L'information a été donnée par un journal suisse. Un journal suisse. Oui. Écoutez, permettez que je réserve ma réponse à ce sujet. Pourquoi je le dis? Parce que j'essaie de comprendre pourquoi le président Biya irait chercher un médiateur en Suisse pour régler ce problème. Parce que, à la rigueur, étant donné que l'origine du problème tient aux deux sensibilités culturelles dont nous avons hérité la communication, de la colonisation, je comprendrais qu'on essaie de trouver des médiateurs, un médiateur qui associerait à la fois l'ancien colon britannique et l'ancien colon français, mais aller plutôt s'adresser à la Suisse. En matière de polémologie, et lorsqu'on est appelé à assurer une médiation, il faut pouvoir faire prévaloir une autorité morale. Voyez-vous, je ne vois pas en quel domaine
ou de quelle manière la Suisse aujourd'hui peut se prévaloir d'une autorité morale pour venir régler un problème au Cameroun. Premièrement. Deuxièmement, je reviens à la crise beaucoup plus grave encore que nous avons vécu, même si elle n'était pas armée, en 1991, c'est-à-dire les villes mortes, oui. Et où nous n'avons pas eu besoin, le gouvernement n'a pas eu besoin d'aller chercher un médiateur à l'extérieur, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est 2 provinces qui sont en problème. Oui. À l'époque, c'est 8 provinces qui étaient en ébullition. En ébullition. Oui. On a pu trouver une solution à l'intérieur sans recourir à une médiation. Alors, si vous permettez, je vous dis, vraiment, je préfère réserver ma réponse par rapport à cette question. D'accord, on vous le permet. Pour terminer, peut-être, parlons de cette médiation interne. Il y a la question des interlocuteurs, du dialogue qui se pose. Alors, on a très souvent posé la question de savoir avec qui va-t-on dialoguer. Je vous la pose également. Quels seraient les potentiels interlocuteurs de ce dialogue national inclusif? C'est une grande question. Lorsque nous avons eu à organiser la tripartite, oui. Je peux le dire aujourd'hui, nous avons passé à peu près 1 mois et demi. J'étais dans l'équipe qui travaillait sur le sujet avec le ministre Mokoko Mbonjo et sous la guidance du Premier ministre Ayatou. Nous avons mis 1 mois et demi pour pouvoir identifier les personnes qui devaient être invitées à la tripartite. Oui. Finalement, on en a invité à peu près 400. Parce qu'il fallait que ce soit des personnes qui étaient crédibles et légitimes, de manière à ce que l'accord auquel nous arriverons, le peuple camerounais entier s'y reconnaîtra. Et c'est ce qui est arrivé. Le jour où nous avons signé le package de la tripartite, dès le lendemain, tout le pays s'est remis au travail. Oui. Alors, il y a ce travail qui doit être fait et il revient au Premier ministre actuel de voir comment il compte faire. J'exprimerai quand même je ferai une petite observation. Allez-y. Je suis un peu surpris de ce que le Premier ministre est en place depuis plus de 100 jours. J'ai eu à me prononcer dessus. Et il a principalement à régler 2 problèmes, un problème économique et un problème politique. Le problème politique passant avant. Oui. Je n'ai pas encore perçu un signal, même un signal montrant que il essaie d'acquérir le sentiment de la classe politique, des différents leaders politiques, oui. Pour que ces conseils puissent l'aider à organiser ce dialogue-là. Oui. Bon, je me dis peut-être c'est un style nouveau, parce qu'il y a quand même dans ces pays des gens qui ont l'expérience de la matière, la matière de la confrontation politique et domestique, que le Premier ministre jusque-là, ce qui était courant à l'époque, parce qu'à l'époque, on avait tous eu à aller rencontrer l'un après l'autre, le Premier ministre Ayatou, ensuite l'un après l'autre, le président de la République, mais que le Premier ministre soit là depuis plus de 100 jours et qui n'ait pas fait d'ouverture en direction de la classe politique, me semble... Il a rencontré Frundi, je sais. John Frundi. Oui, mais est-ce que John Frundi seul peut lui apporter, d'autant plus que maintenant, Frundi lui-même, vous connaissez toutes les turpitudes au travers desquelles il passe. Moi, je suis tout à fait... Je m'interroge. Mais je lui souhaite bonne chance, Monsieur le Premier ministre. Voilà, merci. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette autre édition de votre émission L'invité. Célestin Bédigui était notre invité. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Peut-être un dernier mot de fin. Oui, je voudrais remercier les téléspectateurs qui auront eu la patience de nous suivre. Le Cameroun est un pays fragile. Nous autres en politique, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver une solution qui nous permette de préserver 2 choses. La première des choses, c'est la cohésion nationale. Oui. La deuxième chose, c'est le prestige international de notre pays. Et les échanges que nous avons avec les journalistes et vous doivent viser à ce que les institutions que nous soutenons ou les leaders que nous choisirons demain soit à même ou soit des personnes qui sont habitées par ces 2 exigences, oui. C'est-à-dire la préservation de la cohésion nationale et la consolidation du prestige international du Cameroun.
Voilà, on n'en dira pas plus, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. En attendant, restez scotchés sur nos programmes Humanitarian TV pour un monde meilleur. Bonsoir.